On a mis en vente le téléphone rouge d'Hitler. On l'a appelé le téléphone de la destruction. On a lancé les enchères à 100 000 et ça s'est vendu à 243 000 On ignore l'identité de l'acheteur. Mais ce téléphone-là a une histoire rocambolesque parce que c'est à partir de ce téléphone-là que Hitler a ordonné des millions d'assassinats, a déclaré à ses généraux voici telle manœuvre qu'il faut faire, a inventé les camps de la mort, etc. Donc, c'est via ce téléphone-là qu'il donnait ses ordres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Avec moi, on a pensé à interpeller quelqu'un qui connaît bien l'histoire. Gilles Proulx est avec moi. Salut, Gilles. Bonsoir, mon cher Denis. Quelle histoire que c'est celle de ce téléphone? Oui, s'il fallait qu'on capte toutes les conversations qui ont passé à travers les fils de ce téléphone. Téléphone rouge, pourquoi? Parce qu'Adolphe avait plusieurs téléphones sur son bureau, mais c'était la ligne directe. Et quand on donnait une instruction là, c'était irréversible, sans doute. Et puis, on peut parler, je ne sais pas moi, de la décision d'éliminer les Juifs, bien qu'il y avait eu une assemblée avant à Annecy, si je me souviens bien, par l'état-major avant de décider que les chambres au gaz seraient utilisées parce que le revolver ne suffisait pas. Moi, je vois plutôt des engueulades, des nominations. Je pense à Stauffenberg, Walkyrie, tu as vu le film sans doute, et qui va déposer sa bombe. Oui, et on est au repère du Loup en Pologne. J'y suis allé il y a 2 ou 3 ans. J'ai vu les lieux. Tout respire encore. Et c'est là que la bombe a éclaté. Et Stauffenberg est sûr qu'Adolphe est mort. C'est une tentative d'assassinat contre le Führer. Pour l'éliminer, avec l'appui de nombre de généraux et d'officiers supérieurs à Berlin. Il rentre d'urgence à Berlin, puis il dit « ça y est, c'est fait ». Alors là, tout le monde part en peur, puis on arrête les plus fidèles d'Adolf Hitler, jusqu'à ce qu'on se rende dans le bureau de Goebbels, le ministre de la Propagande. Et puis lui, là, il est complètement saisi, comprenez-vous? Et au même moment, le téléphone rouge sonne et la ligne arrive chez Goebbels. Et là, il fait entendre Adolphe enragé pour dire « je suis pas mort, Dieu m'a sauvé, je suis un miraculé », etc. Et ceux qui allaient le cerner pour l'amener en tôle, bien, sont immobilisés par ce téléphone, ce coup de téléphone. Parce qu'eux pensaient qu'étant mort, ils allaient avoir le pouvoir. Et Goebbels, on pouvait le tasser, lui qui était le numéro 2. On réglait le compte de Goebbels. Et puis là, bien voilà, ça a tout renversé de bord. Ça a été la razzia, il y a eu 5000 morts. Et puis, je pense à d'autres conversations téléphoniques. Il faisait la guerre par téléphone. C'est pas Napoléon qui allait sur la ligne de feu, où il voulait même se faire tuer, lui, à Waterloo. Il faisait la guerre par téléphone. Et puis quand von Paulus, un de ses généraux, est rendu à la porte de Stalingrad, et puis là, il n'est plus capable de foncer plus loin parce que les Soviets ont grossi leurs effectifs et encerclé l'armée de 90 000 hommes d'Adolf Hitler, il veut retraiter. Alors là, Adolphe lui téléphone, puis lui dit, il n'y en a pas question, tu vas arriver dans la bouche de feu, tu restes là, t'en mourras s'il le faut, mais pour te compenser, je te nomme, il est général, je te nomme maréchal. Et le titre de maréchal dure à peine 24 heures, puisque le lendemain, il se rend aux Soviets, il va en prison 10 ans de temps, ou dans un camp, et il revient, paradoxe, il revient 10 ans plus tard, il devient un maire en Allemagne de l'Est. Donc, il embrasse le communisme. Tu vois? Et tout ça, ça a passé par les conversations et les directives d'Adolf Hitler dans son fameux téléphone rouge. En quoi est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit bel et bien du bon téléphone? Parce qu'on l'a retrouvé dans le bunker, oui. En principe. Ce sont les Soviets qui, quand ils sont arrivés pour libérer Berlin, bon, Adolphe s'est suicidé le 30, l'état-major a sacré le camp, on rentre dans le bunker, il y a encore le téléphoniste qui est là, le gars au standard, et puis on retrouve ce téléphone-là qui était là, qui était près de son bureau, et on en est sûr, c'est sûr, parce que même l'écusson, et il est identifié à sa personne. Voilà que les Soviets trouvent le téléphone, le ramassent parce qu'ils vont mettre la dynamite là-dedans. Ouais. Ils vont même jeter de la terre pour comme effacer le souvenir du bunker, vont prendre le téléphone et le gardent et n'évaluent pas. C'était ne pas voir longtemps d'avance et dans le temps lointain ce qu'aurait comme valeur cette pièce historique. Il l'offre à un officier britannique qui, lui aussi, garde le téléphone pendant longtemps jusqu'à ce que ça aboutisse finalement dans un encas pour sortir à 243 000. Il y a des gens qui sont scandalisés, c'est épouvantable. Mais non, c'est une pièce d'histoire importante qui est reliée à 50 millions de morts. Il faut y penser quand même. N'empêche que celui qui l'achète a voulu garder son identité secrète, c'est que c'est justement 50 millions de morts. Il y a quelque chose de morbide autour de ça, quand même. Oui, mais je garde ça secret parce que je sais qu'il y a des malades
qui vont me fatiguer, puis m'appeler, puis vouloir venir chez nous, puis voir. Ou bien ce gars-là est un nazi, un fils du nazisme, et qui est encore essaie de régénérer dans ses mouvements de droite, comme il y en a en Allemagne, puis même ici, puis aux États-Unis. Ou bien c'est un véritable amant de l'histoire. Si j'étais lui, après avoir, puis il faut être très riche, 243 000 balles, tu y penses, moi, je l'offrirais, dépendant de la municipalité ou l'État où il est, si c'est un Américain, je l'offrirais au musée local. Donnez-moi un reçu d'impôt, je retirerai la moitié de ce que j'ai donné. Mais quand même, ça demeurera une pièce importante en termes d'impact pour les musées. Là, il y a une série très populaire et il y a plein de gens qui écrivent là-dessus et qui remettent en cause le décès même d'Hitler, disant qu'il aurait pu, comme des nazis l'ont fait, trouver refuge en Amérique du Sud, changer d'identité, etc. Oui. Puis, on était, ces propos-là, de certains nombres de preuves. Il s'agit de savoir si c'est vrai ou pas. Quel est votre avis là-dessus? Bien, je pense qu'on a vu le corps à demi brûlé avec Eva Braun. Les Russes ont amené les restes. Les Russes ont confirmé, il y a quelques années encore, on a ces restes, on les a changés de place pour les mettre dans un endroit secret. Mais ça permet d'écrire des livres, de faire des films. Elvis Presley est encore vivant, puis James Dean, puis on est habitué à ça, puis Kennedy qui est avec Marilyn Monroe. Des maudites folies, des élucubrations, mais ça permet de vendre la copie chez les naïfs. Alors, il serait passé par des moyens obscurs pour se rendre au Portugal et traverser chez Ian Perron, qui a été le refuge, son pays, de nombre de nazis qui sont restés là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Allemands qui sont là, encore, il faut voir les noms quand on va, mais moi, je ne crois absolument rien de ça. D'abord, il est né en 1890, puis là, on est rendu en 1945, il est malade, il fait du Parkinson, hein? On le voyait dans les documentaires. Comment ce gars-là en santé aurait-il pu décider? Puis orgueilleux, parce qu'il refuse jusqu'à la dernière minute de se rendre. On lui a tordu le bras, viens-t'en en Bavière, on va pouvoir se faufiler. Et il ne veut pas, parce qu'il veut mourir sur la ligne de feu, bien qu'il n'est pas sur la ligne de feu. Mais il est quand même, comme on disait tout à l'heure, il faisait sa guerre par le téléphone. Il nous reste quelques minutes. Vous êtes là, je vous dis, il faut faire une pierre deux coups. Vous arrivez de Cuba, vous avez parlé beaucoup de Cuba au moment du décès de Fidel Castro. Vous êtes allé souvent, vous avez rencontré Fidel Castro, vous en aviez parlé. Est-ce qu'il y a l'avant et l'après? Ça se compare? Il y a un contraste aujourd'hui par rapport à ce qui prévalait antérieurement? Il y a un après, ne serait-ce que dans les prix, qui commencent à grimper tranquillement. Mais on voit que l'appareil militaire castriste est encore omniprésent et a le contrôle sur tout. Toute productivité et entrée d'argent. On n'a qu'à voir les salaires des médecins là-bas. C'est sûr que les médecins gagnent en réalité bien plus, et même ceux que tu exportes. Mais le régime prend l'argent, pour apparemment faire rejaillir ça dans le système de santé, puis les hôpitaux, puis ci, puis ça. Mais je ne suis pas certain. Il y a des milliards qui manquent et qui devraient aller dans les infrastructures, et notamment le logement, la pollution qui est à combattre également. Et là, j'ai remarqué, on a retapé l'ambassade américaine quand M. Obama donnait la main à Raoul, aux funérailles en Afrique du Sud. Et puis, l'ambassade américaine était là, et l'ambassade américaine échangeait pas mal avec les touristes et les Cubains durant la période d'Obama. Mais depuis que notre moineau est là à la tête du pays, qui a refroidi les projets de réchauffement, l'ambassade américaine, elle aide à un entrepôt abandonné. Ah oui? Il y a un soldat à la porte, on ne parle plus. Alors qu'avec M. Obama, il y avait plus d'ébullition. Ça avançait tranquillement. M. Trump, mettons que ça calme un peu les ardeurs. Ça calme les ardeurs, puis maintient cette espèce d'étroitesse d'esprit qui, au contraire, au lieu de continuer à discuter, vous allez sortir les prisonniers de prison, vous allez arrêter de porter atteinte aux individus, vous allez redistribuer. Mais là, les Cubains ne veulent pas se faire, surtout avec Raúl Castro, ils ne veulent pas se faire dire, écoutez, tu n'es pas pour nous dire comment est-ce qu'on va administrer notre pays. Mais le pays a besoin de réviser son administration, et grandement. Je lisais dans le Journal de Montréal, vous avez écrit une chronique à votre retour de Cuba. Vous disiez la jeunesse a comme pas la même fascination que les générations précédentes en ce qui concerne Che Guevara, Fidel, etc. Là. On a un plus grand respect de Che Guevara. Est-ce qu'on l'apprend à l'école? Je l'espère, parce que Che Guevara est réévalué. Il ne faut pas oublier que c'est Fidel qui le laisse mourir. Il avait promis une radio home court qui ne fonctionne pas. Il avait promis 200 hommes qui l'envoient et qui ramènent avant de servir. Et il l'a envoyé vraiment au sacrifice. Et Che Guevara, c'était un idéaliste pur. Beaucoup plus dur, mais un idéaliste pur. Et la preuve, quand on y va, je suis allé à Higueria au mois de décembre, dans ce petit village où il y a 100 habitants, il y a encore 100 habitants de nos jours. Je revoyais les fantômes et toutes les inscriptions sur les murs. Le gouvernement bolivien se culpabilise de l'avoir tué trop rapidement et s'aperçoit qu'après tout, ce gars-là
travaillait pour l'hygiène, la médecine, travaillait pour lettrer cette population, voulait l'éveiller, et il devient une espèce de missionnaire par rapport aux méchants communistes qui paraissaient en 1967. Et là, je trouve ça dommage, effectivement, quand on va à Cuba, on voit que la jeunesse, peut-être comme nous autres, n'apprend plus l'histoire, où on ne se souvient pas, on traite Fidel du vieux, El Comandante, c'est comme ça qu'on l'appelle. On se rappelle de rien parce qu'on est jeune, de 1959 jusqu'à, je sais pas moi, la crise des missiles quand même, où il a fait preuve de témérité et de bravoure. On parlait d'Hitler tantôt, puis certains ont comparé à son décès Castro au plus immonde dictateur, étant donné ce qu'il avait fait. Est-ce que vous voyez un parallèle entre Hitler et Castro? Non, non. Castro a été quand même un dictateur éclairé. Il instruit quand même son peuple. Il exporte des médecins, c'est pas pour rien. Il a lettré son peuple en un temps record, ce que ne faisait pas. Peut-être qu'Adolphe aurait voulu faire ça aussi, parce que lui, il fallait que l'homme se surpasse. Mais lui, c'était « tu fais ce que je te dis, sinon je te mitraille ». Et là, on va en mitrailler énormément. Tous les objecteurs, les gens de gauche, les tziganes, les gens de la communauté juive, etc., ils avaient décidé que ces gens-là étaient des sous-produits, il fallait les éliminer, ce qui n'est pas le cas de Castro. Mais malheur, si on fait ombrage à Castro, par contre, on s'aperçoit que les vedettes de la Révolution vont être tassées, mises en prison ou encore fusillées. Parce qu'il en a tué du monde, là, pas mal, lui aussi. Oui, il en a tué. Mais pas autant. C'est sûr que le record absolu, c'est Hitler. Hein? C'est organisé. Il n'y a pas de On avait doute. parlé des chambres à gaz. On pense rien aux 6 millions de Juifs, plus les communistes et autres, c'est sûr. Castro a éliminé rapidement le 1200 prenant le pouvoir, et par la suite, quelques autres, comme une pègre qui agissait. Mais ça n'a rien de comparable avec Adolphe. OK. Merci beaucoup. J'ai toujours un plaisir de vous recevoir. C'est renouvelé pour moi. Pour parler de tous ces dictateurs que vous connaissez bien. OK, un petit j'en viens pas avant d'aller